Salut, c'est Steven. Salut, c'est Christopher. Et vous êtes sur Azure, Riviera, Web TV. Devant vous. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans Duo. Bonjour, je me présente. Bonjour, je suis Steven, je suis originaire de Lille. Je suis le frère jumeau de Christopher et je suis originaire de Lille aussi, puisque tant qu'à faire, on habite dans la même région. Oui. Et voilà, nous sommes les jumeaux Steven et Christopher. Alors moi j'ai fait 5 ans de sciences politiques et j'ai fait un master de journalisme. Je suis d'ailleurs devenu journaliste. J'ai été journaliste pendant 2 ans et demi à La Voix du Nord, donc dans le Nord, le quotidien nordiste. Et en parallèle, on a commencé à faire du théâtre quand on était étudiant et c'est là que ça nous a amené un petit peu là où on en est aujourd'hui. Mais à l'origine, on était très sérieux, effectivement. On a fait un bac S aussi tous les deux, bac S, Sciences Po et du droit. Donc là, moi j'ai un master en droit privé, en droit pénal. Moi je voulais être avocat. Donc finalement on n'est pas très loin parce qu'avocat il doit convaincre les jurys, il doit convaincre des juges, un humoriste doit convaincre son public qu'il est drôle en tout cas. Voilà, avocat c'est un peu moins drôle, enfin les affaires sont moins rigolotes, mais ouais, j'ai voulu être avocat, Steven journaliste, et puis voilà, d'un coup on avait 23 ans, on s'est lancé là-dedans en se disant dans un an on verra où on en sera, et puis un an plus tard ça marchait plutôt bien, donc on s'est dit on va continuer, et puis tant que ça marche on continuera de toute façon. Les mauvaises langues, ouais, qui disent que si on a gagné PK Express c'est grâce à notre gémellité. C'est faux, ouais. C'est avant tout parce qu'on est jumeaux dans la vie. Ouais. Oui, c'est vrai que quand on était plus jeune, on aimait un petit peu faire le con quoi, avec la famille, au repas de famille, aux communions, au mariage. À chaque fois qu'on nous demandait de faire un sketch, nous on y allait, on faisait jamais prier. En vacances, à chaque fois, il y a toujours une espèce d'animation à la fin du séjour. Nous on montait sur scène, on faisait des sketchs à l'époque de Michel Larocque et de Pierre Palmade. Je me rappelle, on faisait déjà des duos, Elie et Dieudonné. Et ouais, on avait ça dans le sang, on l'avait en nous en tout cas. On a fait des études parce qu'il fallait en faire, parce que voilà, il faut être sérieux et puis que c'est pas, enfin. On se disait on peut pas en faire un métier, est-ce qu'on va gagner de l'argent avec ça, voilà. Puis voilà, aujourd'hui on en vit, ça marche bien, mais on sait que ça reste précaire et que voilà, les études et les diplômes nous serviront au cas où ça marche plus un jour. Mais au moins c'est vrai qu'on avait ça dans le sang de tout petit. On va dire que les études c'est un bon filet de sécurité au cas où notre passion qu'aujourd'hui notre métier s'arrête, voilà. Mais bon, c'est pas ce qu'on espère, on fait tout en tout cas. On a la chance d'avoir fait des études et on a le sens du travail bien fait, et ça peut nous amener aussi beaucoup de choses. Le fait d'avoir été avocat et journaliste, d'avoir fait des études d'avocat et des études de journaliste, ça nous a aussi permis de consolider notre travail aussi d'humoriste, parce que ça paraît facile d'être humoriste, mais en fait c'est quand même aussi beaucoup de travail. Et je pense que le fait d'avoir fait des études, des longues études, ça nous a forgé. Voilà, on va dire, comme Guy. Alors celle-là, vous la couperez, hein, évidemment. Jean-Pierre Coff et Maïté. Pourquoi je peux pas venir à Nice, moi, ce soir? Mais moi, je voulais venir à Nice, ce soir. Bonjour Maïté, pourquoi on peut pas venir à Nice? Moi Jean-Pierre, calmez-vous les gens. Voilà, comment ça va les enfants? Regardez-les comme ils sont beaux. Attends, ils veulent pas nous voir, moi Jean-Pierre. Tu sais ce qu'ils veulent voir les gens aujourd'hui? Ils veulent voir des putes qui se trémoussent sur énergie douce. Il y a que ça qui les intéresse. Les jeunes, ils s'intéressent plus au terme. Ah non, ça dit que oui. Oui, elle est chaude comme une baraque à frites. Ah oui, oh. Voilà, les jeunes ne veulent plus voir ça. Les jeunes, puisque vous voulez pas nous voir, les jeunes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit plat en coulisses et puis on vous le ramène à la fin du spectacle. Voilà, et comme on est à Nice ce soir, on va faire votre spécialité, une bonne salade niçoise. Oh non, non, les salades niçoises, les gens ne veulent pas voir ça les intéresse pas, ils veulent voir autre chose. On va leur faire un concassé de tomates, c'est meilleur. Mais non, on est de salade de Nice, on n'en parle plus. Mais non, les salades niçoises, les gens voient ça à longueur d'année, si ça les intéresse pas. Un concassé de tomates, ça a plus de salade, ça a plus de goût. Un concassé de tomates, c'est comme beaucoup plus raffiné. Comment ça nous comme cacher les couilles? Oui, bien sûr, on en joue énormément. Voilà, le fait d'être jumeaux, c'est un plus, voilà, considérable par rapport à tous les autres humoristes. On est les seuls humoristes jumeaux, donc forcément, on se connaît bien. Encore ce soir sur scène, voilà, quand ça arrive, le public le voit pas forcément, mais ça arrive qu'il y en a un qui pique la réplique à l'autre. Ce soir, on s'est un peu marré en se regardant. On se connaît bien, en se regardant, on sait un petit peu ce que l'autre pense. On sait quand ça se passe très bien, on sait quand ça se passe pas bien. Et on a des petits tics sur scène quand ça se passe pas bien. On se fait des petits trucs à deux. Voilà, c'est les petits secrets qu'on a sur scène. On se tape un petit peu dans le dos un peu fort quand ça se passe pas très bien. Donc ouais.
ouais, le fait d'être duo, voilà, on se renvoie la balle, même en improvisant, des fois on improvise la même chose au même moment, donc ça renforce vachement l'impro. Et ouais, le fait d'être duo, c'est un vrai plus, quoi. Donc il y a le côté scénique, effectivement, sur scène, c'est toujours intéressant de bien se connaître, et c'est aussi intéressant de bien se connaître hors scène, puisque voilà, on se connaît depuis qu'on est tout petit, même avant de naître, hein, on se connaissait un petit peu, et ça permet d'avoir une vraie complicité sur la scène et hors scène, au-delà du fait qu'on soit collègues de travail, qu'on soit un duo, comme il y a beaucoup de duos, nous sommes aussi frères et frères jumeaux, donc on a d'autant plus de ressemblances comme ça, aussi bien physiques, mais aussi beaucoup dans le travail. On a les mêmes références, je pense. Même si on a quand même des caractères très très différents, et quelques références différentes, mais on va dire sur le socle commun de connaissances, de références, on partage à peu près les mêmes choses. Et surtout, on sait écrire ensemble, et on se connaît assez bien pour savoir ce que l'autre va penser de notre écriture, de notre travail, tout ça. Ce qui n'est pas évident à faire quand on a un duo créé pour l'occasion. On nous l'a toujours dit, tous les duos qu'on connaît, on nous a dit pour faire un duo, il faut vraiment se connaître comme deux frères. Et nous, l'avantage, c'est qu'on est déjà frères, donc voilà, ça aide beaucoup. C'est bien. C'est bien, hein? C'est bien parlé, c'est bien. Hakuna Matata. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi plus fort. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos... Pas de boogie-woogie? Non, pas là, non. Mon frère, pardon. Ami à plume, ami à poil. À poil, mamie! Bienvenue dans cette église Sainte-Rita. Pour la bonne tenue de cette messe, je vous demanderai à tous et à toutes un petit peu de discipline. Voilà, s'il vous plaît, les canards là-bas, là. Est-ce qu'on peut arrêter de danser comme ça, là? Et est-ce qu'on danse tout comme ça depuis tout à l'heure, là? Alors, restez bien sagement dans votre coin. Bah ouais, ça a été un très 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 beau parcours, une très belle expérience. Voilà, on crachera jamais dans la soupe. Nous, c'est clair que c'est l'émission qui nous a lancé. Ça a été un petit peu notre école parce qu'on est autodidactes tous les deux. On a commencé quasiment simultanément sur scène et à la télé, ce qui est très rare. Je crois qu'on est les seuls humoristes à avoir fait ça. Donc ça a été vraiment notre école du rire entre guillemets. Notre école, en tout cas, on a rencontré des professionnels, on a eu beaucoup de très bons conseils. Voilà, quand on compte Jean-Luc Moreau, voilà, Éric Mété, Jean-Marie Bigard, Laurent Ruquier, Michel Bernier, Jean Benguigui, j'en passe. Voilà, c'est des gens qui nous donnaient des vrais conseils en off, pas forcément tout le temps à l'antenne, même en off, ils allaient nous voir après. Et voilà, le fait de discuter avec eux, de côtoyer des humoristes qui avaient déjà 5-10 ans de scène, de parler avec eux, voilà, de sympathiser avec certains, ouais, ça nous a vraiment ouvert un peu en grand les portes de ce métier, quoi. Et aujourd'hui, si on en est là, si on tourne partout en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, si on a une vraie carrière, si on a la chance de faire Avignon, c'est parce que aussi on a fait l'émission de Ruquier. Après, on a bossé dans l'émission. Je pense qu'il suffit pas de faire l'émission pour marcher. Il faut être bon dans l'émission pour marcher. Et hors l'émission aussi, voilà. C'est-à-dire que sur scène aussi, on défend notre travail sur scène. On veut aussi que les gens qui viennent nous voir sur scène se disent ah, ça change de ce qu'ils font chez Ruquier. Le mieux, c'est qu'ils disent que c'est encore meilleur que ce qu'ils font chez Ruquier. En général, c'est ce qu'on a, parce que le rapport public pour nous est fondamental. Mais c'est vrai que Ruquier, ça a été une super expérience, quoi. Voilà, bon, juste pour rajouter, parce qu'il parle beaucoup, mais c'est vrai que on va dire que l'émission Ne demande qu'à en rire, ça a été un tremplin pour deux choses, sur le plan de la notoriété évidemment, parce que c'est vrai que l'effet de la télé, c'est un effet loupe énorme, donc ça nous permet de nous faire voir devant 1 million de téléspectateurs, donc de remplir les salles un peu plus facilement, même si ça suffit pas, comme l'a dit Christopher, parce que c'est pas parce qu'on est passé chez Ruquier qu'on a forcément un bon spectacle et qu'on va remplir les salles facilement, même si je pense que quand on a plus de 20 passages, c'est qu'on mérite notre place, mine de rien, hein, quoi qu'on en dise. Et ça nous a fait un bon tremplin, comme il a dit, pour se professionnaliser, parce que vraiment, comme il a dit, on est arrivé chez Laurent Ruquier en tant qu'amateur, on peut dire amateur, parce que moi j'étais encore journaliste, donc on n'était pas humoriste professionnel à l'époque. Et le fait de faire un sketch par semaine, de devoir écrire rapidement, de devoir jouer bien devant un jury de professionnels, donc on ne doit pas se louper quand même. Il y a une attente de la production télé. Il faut faire des bons sketchs, parce que si on fait un sketch mauvais, et il y avait des notes, enfin c'est quand même dur. Enfin vraiment, c'est pas facile pour un jeune humoriste d'arriver, d'être noté en direct devant
devant un jury professionnel, devant des téléspectateurs. Voilà, donc tout ça, ça nous a vraiment permis d'écrire rapidement, de consolider notre travail et de faire, en plus d'avoir de la matière pour écrire un deuxième spectacle. Parce que le deuxième spectacle, on a repris quand même les meilleurs sketchs qu'on avait fait chez Laurent Ruquier. On en a fait 46 et on en a gardé que 10. Donc il fallait faire un choix déjà. Et surtout, comme il a dit, les réécrire parce qu'on veut toujours produire un travail différent sur scène et à la télé. À la télé, il ne faut jamais oublier qu'on n'a qu'une semaine pour les écrire. Sur scène, on a quand même le temps de les répéter. Et les peaufiner et surtout d'avoir un public devant nous et ça change beaucoup de choses. Mon Raymond, il est complexe, sentimental et tactique. Mon Raymond reste dans l'axe en toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui le patron, c'est lui qui tient la boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. Alors, en général, on recevait le sketch donc une semaine avant. Dans les premières minutes, c'est tout de suite se dire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on doit éviter absolument de faire parce que... En vrai, les premières idées qui arrivent, c'est souvent les plus mauvaises. C'est-à-dire que c'est les plus évidentes. Et les plus évidentes, bah, c'est pas les meilleures puisqu'il faut surprendre. Donc c'est ça qu'on faisait. C'est vraiment la chose primordiale, c'est de surprendre avec les sujets. C'est souvent d'ailleurs plus facile d'avoir des sujets difficiles au début pour justement le décortiquer, le prendre dans tous les sens et se dire on va faire ça, on va prendre un angle. Donc c'est comme une crevette. Comme une crevette. Alors il faut trouver un angle. Le premier truc c'est de trouver un angle. Donc avec n'importe quel sujet, l'angle c'est de se dire de quoi on va parler et comment on va aborder le sujet. Et après en général dans les 2-3 premiers jours c'était chacun de notre côté, on n'écrivait pas ensemble. Chacun de notre côté on écrivait des choses par rapport au sujet. Des vannes au début, une histoire, des personnages, on développait chacun nos personnages. Après on se retrouvait au bout de 2-3 jours et c'est là qu'on faisait le gros travail de tri. Et c'est à la télé, pour faire un sketch à la télé, on avait 4 minutes, c'est choisir en fait, c'est vraiment choisir. Des fois c'est dur de se dire est-ce que ça pourrait marcher, mais si on n'était pas sûr, la règle primordiale c'était que s'il y en a un des deux qui n'était pas d'accord, on le faisait pas. Alors ce qui est dur des fois parce que c'est aussi l'inconvénient d'un duo, c'est que chacun doit défendre l'ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est très sûr de sa vanne mais que là t'es pas sûr, en général il faut éviter de le faire parce que ça se voit un peu que... Il y a 50% du duo qui est pas d'accord, donc voilà. Théoriquement 50% du public qui aimera pas la vanne. Donc. C'est ça. Alors l'écriture, on avait 3-4 jours, après il fallait l'apprendre, il fallait le mettre en scène, donc c'est vraiment un travail et encore là dans les meilleurs des cas, c'est-à-dire que là on se dit qu'on a une semaine pour le faire. En général on commençait... À la fin on écrivait vachement au dernier moment, il y a, sur les 10 derniers sketchs, il y en a au moins 7 qu'on a écrit la veille quasiment, mais vraiment la veille quoi, voire des fois le matin même. Mais c'est parce qu'on avait plus d'assurance, on savait comment travailler, on savait ce que le jury et le public attendaient, donc à la fin on écrivait très très rapidement et c'est là qu'aussi que l'école nous a vachement formés en fait. Ouais, c'est l'avantage aussi d'avoir fait plusieurs passages, c'est qu'à la fin on connaissait bien le plateau, on connaissait bien le jury, on connaissait bien le fonctionnement de l'émission pour se dire qu'on pouvait écrire un sketch de dernière minute. On aime bien travailler dans l'urgence, on a toujours été comme ça. En fait, les premiers sketchs, je me rappelle les tout premiers sketchs, on les recevait une semaine avant, le lendemain de la réception du sujet, on avait déjà quasiment écrit le sketch, on le répétait, on les testait et tout. Voilà, c'est normal, on était très scolaire et puis on a appris à être plus pro et du coup moins stressé en tout cas dans l'approche du thème. Un apiculteur fier de ses abeilles. Wouh. Ah, bon sujet ça, hein, les sujets. Comment tu veux faire rire avec ça? Et nous on a essayé. Ah, je suis fier. Ah, je suis fier de mon abeille. C'est une belle abeille, c'est une belle abeille. Je suis fier. C'est l'abeille à papa, c'est l'abeille à papa. Fais la belle, fais la belle. Ah, je suis fier. Ça, c'est ma meilleure abeille. Ah, ça, c'est mon abeille, elle travaille tout le temps. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elle arrête pas. Oh, elle m'a fait du bien. Ça c'est une belle abeille ça. Oh, ça c'est ma meilleure ouvrière. Elle est 35 heures, elle connaît pas. Oh, Martine Aubry, t'aimes pas Martine Aubry? Oh, qu'est-ce qu'on fait Martine Aubry? On la pique, on la pique, on la pique. Ah, je suis fier. Et je vais appeler à faire plein de choses à mon abeille. Regarde, fais-nous l'abeille qui a froid. Viens, fais-nous l'abeille qui rencontre un halogène. Fais-nous l'abeille qui en a le plus. Fais-nous l'abeille à cage aux folles. Ah, je suis fier. Voilà.
Ouais, apparemment on remet ça. On remet ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandaient, en plus en tournée là depuis un an, l'émission s'est arrêtée. Les gens étaient un peu tristes parce que les gens aimaient cette émission. Mine de rien, il y avait vraiment un public, un public de fidèles à cette émission. Et ouais, beaucoup de gens nous disaient, on est triste que ce soit arrêté. Pourquoi ça s'est arrêté? Nous on disait, c'est France Télévisions qui a décidé d'arrêter. Donc malheureusement, nous on n'y pouvait rien. Peut-être que c'est pas plus mal qu'elle s'arrête aussi l'émission parce qu'à un moment il y a aussi peut-être un effet de lassitude. Mais je pense que c'est très bien aussi qu'elle revienne parce qu'elle manquait. Je pense qu'il y a eu 6, 7, 8 mois pour se dire qu'elle nous manquait. Malheureusement pour France Télévisions, les émissions qui remplaçaient l'émission n'ont pas marché. Que ce soit Sophie Arabe ou que ce soit l'émission de Laurent Ruquier, l'émission pour tous, ça n'a pas marché faute d'audience suffisante. Je pense que Ondar reviendra donc sûrement début avril. C'est pas tout à fait officiel, mais c'est quasiment sûr et certain. On va dire à 90%. Sûrement début avril. Et je pense, sans beaucoup m'avancer, qu'ils feront les audiences qu'ils faisaient en fin de saison 3. Ça sera pas énorme, mais ce sera des audiences confortables, correctes, parce que je pense qu'il y a un vrai public qui suit l'émission et nous on est très contents de revenir aussi dans cette émission. Et au-delà de l'audience, de parler uniquement de l'audience, je pense que c'est vraiment une émission qui apportait beaucoup aux gens parce que nous on s'en est rendu compte. Déjà c'est une émission différente de ce qu'on voit partout à cette heure-là, entre 17h et 20h. Il y a beaucoup de talk shows, beaucoup de magazines, beaucoup d'informations, de jeux, de divertissement. Enfin là c'est un divertissement, mais pas beaucoup d'émissions de création vraiment. C'est-à-dire que tous les jours les gens voyaient 3 ou 4 sketchs différents. Et inédits surtout, des sketchs qu'on n'avait pas vus nulle part, des sketchs qui étaient créés pour l'occasion, donc c'est des sketchs qui rebondissaient sur l'actualité parce que c'est Laurent Ruquier qui donnait les thèmes d'actualité et c'est une émission qui faisait du bien et nous on s'en rend compte en tournée où les gens viennent nous voir vraiment pour nous dire c'était notre petit moment de fraîcheur, de petite bulle d'air dans la journée, de regarder, on demande qu'à en rire parce qu'on rigolait et ça nous faisait du bien de rire et je trouve que c'est intéressant, c'est peut-être aussi pour ça que France 2 a été motivé pour le remettre parce qu'au-delà bien sûr qu'il y a toujours une obligation d'audience, d'audimat, mais aussi je pense une obligation, on le dit, c'est un grand mot, mais de service public, ça veut dire aussi de faire d'une mission de service public, de faire rire les gens, de divertir les gens et de faire découvrir aussi, parce que le spectacle vivant c'est tellement varié, c'est tellement diversifié, de faire découvrir des humoristes qui n'auraient pas l'occasion, même nous, avec les petits moyens qu'on avait au début en tout cas, de percer dans le métier si rapidement, et ça c'est grâce à Laurent Ruquier, Catherine Barma et toute la production. Et tes activités champestres. Ouais. Bah non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Non. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah je fais un tennis là. Ah bon? Bah non, connard, je suis sur le marché. Je fais mes emplettes enfin. D'accord. Oui. Je viens d'acheter 2 melons de Cavaillon là. 7 €. 7 €? Tu te rends compte? 7 €? 2 melons, 7 €. 7 €? Tu te rends compte? 7 €? 7 €, 2 melons. 7 €? Tu te rends compte? 7 €? 2 melons, 7 €! 7 €? Tu te rends compte? Tu te rends compte? 2 melons, 7 €! Est-ce que tu te rends bien compte? Alors Christo l'a dit tout à l'heure, les humoristes qui nous ont inspirés, on va dire, au début, Pierre Palmade, l'écriture de Pierre Palmade, on aimait beaucoup, Muriel Robin, c'était notamment les spectacles de Pierre Palmade, de Muriel Robin, et aussi Ils s'aiment, ils se sont aimés, de Michel Larocque et Pierre Palmade. Moi personnellement, Coluche, Christo aussi, je pense un petit peu, Coluche, que moi quand j'étais petit, ma mère m'a offert l'intégrale de Coluche, et je pense qu'il a redéfini beaucoup l'humour, enfin en tout cas modernisé beaucoup l'humour. Et après, là je parle pour moi, mais Christo va parler pour lui. Moi j'ai eu Coluche, après j'ai eu la période un petit peu Pierre Desproges, quand on grandit, quand on devient un peu plus ado et tout ça, parce que Pierre Desproges quand on était enfant par exemple, j'accrochais pas tellement, et au fur et à mesure trouver un télo, l'écriture un peu plus fine. Aujourd'hui on peut citer Gaspard Proust par exemple, qu'on aime beaucoup, qui nous a pas inspiré parce qu'il y arrive en même temps qu'on a commencé. Ouais, c'est pas le même humour qu'on a, mais ça nous inspire, en tout cas ça nous aspire, on trouve ça très fort quoi. Après on est très tous les deux influencés par le cinéma, les séries télé, notamment alors South Park pour les séries télé. Dans le cinéma, on cite souvent les frères Farrelly, Marie à tout prix, Dumb and Dumber. Alors c'est tout l'humour un peu potache, mais du potage bien fait, que j'aime beaucoup moi, et voilà. Et puis après forcément les inconnus, mais ça c'est un peu bateau, mais c'est vrai, on a tous été inspirés un petit peu par les inconnus, les humoristes. Et puis il y en a tellement, enfin après on cite Dubosc, Bigard en général, parce que c'est vrai que c'est des humoristes qu'on a été voir quand on était plus jeunes, donc qu'on a bien aimé. Et puis Christo va faire les duos aussi, quelques duos bien sûr. Oui, non mais t'as à peu près tout dit. Les Dieudonné. Ouais, les Dieudonné aussi à l'époque, parce que c'était un duo. Ouais, voilà, tous ces humours là, même l'univers
l'univers Canal+, l'univers des nuls, Alain Chabat, voilà, ça nous éclatait vraiment, Astérix, Mission Cléopâtre, enfin c'est ce genre d'humour-là, ouais, nous éclatait bien. Ouais, le potache, mais bien fait, ça c'est bien résumé. La folie, on aime beaucoup la folie, ouais. La folie, les Monty Python, ouais. Mais surtout la folie contrôlée, et puis l'écriture fine, parce que mine de rien, même, voilà, on essaie dans le spectacle d'être assez fin, quand même assez subtil, même si c'est saupoudré de beaucoup de folie, de beaucoup de moments un peu fous. Voilà, il y a quand même plusieurs vannes qu'on a écrites, et puis c'est notre côté un petit peu sérieux d'étudiants en droit et en politique, sciences politiques, qui remonte quand on écrit un peu ce genre de vannes. Voilà. Donc on aime bien un petit peu aussi qu'il y en ait un peu pour tout le monde aussi, voilà, qu'il faut un peu de folie, un peu de choses un peu légères pour les plus jeunes, et puis des trucs un peu plus recherchés pour les moins jeunes en tout cas. Tu sais comment ça s'appelle ce que tu fais là? Oh mais c'est du raisonnement littéraire. Non, ça s'appelle enculer les mouches. Voilà. Bon, Raphaël, c'est pour toi celle-là. Boris Vian disait, il y a deux façons d'enculer une mouche, avec ou sans son accord. C'est énorme. C'est Boris Vian. C'est Boris Vian. Pourquoi tu me cites Boris Vian? Moi je te parle d'un mec qui déserte son pays et qui oublie ce que c'était l'effort de solidarité nationale. Alors en 2014, Avignon, on refait Avignon la deuxième année consécutive. Alors cette année, on va avec les deux spectacles. Alors ça veut dire qu'on va jouer le nouveau spectacle à 16h au Théâtre Carnot, et le premier spectacle qui tourne encore beaucoup, voilà, qu'on aime beaucoup, le Twin Men Show. On joue à 18h45 au Palace, à la salle de 90 places. Donc 2 spectacles par jour pendant 25 jours consécutifs, sans relâche. Ça va être très sportif. Voilà, on continue à tourner nos 2 spectacles. On vient à Sénas, pas loin dans le sud, du côté de Salon de Provence, le 5 avril avec le premier spectacle, le Twin Men Show. On ira à Aix-en-Provence aussi avec le nouveau spectacle. Et après on tourne partout en France. Voilà, on a nos dates sur le site internet stevenetchristopher.fr, et puis voilà, on tourne ces 2 spectacles. On a une grosse date aussi, une grosse échéance à Lille le 17 mai. C'est un théâtre de 1200 places. Donc pour nous c'est énorme. On a déjà joué le premier spectacle l'année dernière, on avait fait complet. Et donc au Sébastopol. Donc voilà, le but, on est lillois, c'est plus facile, c'est notre région, c'est chez nous. Mais voilà, c'est toujours un challenge de remplir 1200 places, parce que voilà, c'est énorme. Nous on est encore jeunes dans notre carrière en tout cas. Donc c'est notre vrai challenge, et puis de tourner les 2 spectacles, et puis après on ira peut-être vers le théâtre, on ira peut-être vers d'autres projets de télévision, de radio, mais pour l'instant on est sur ces 2 spectacles et ça nous prend déjà énormément de temps. Voilà, ce que je voulais dire, c'est un petit peu des projets de radio aussi, parce qu'on aime beaucoup. Moi qui étais journaliste, je voulais faire de la radio un petit peu en fait, et on a quelques projets en radio aussi, de faire des petites émissions, parce qu'on a un débit très rapide, comme vous avez pu vous en apercevoir. On est bavard, et la radio, je trouve que c'est un bon média pour justement se libérer un petit peu de tout ça, quoi, de parler beaucoup. C'est tout lui. Faire la cougar, c'est ça? Oui. Oui, nous prenons l'antenne dans 5 secondes, mon cher Philippe, s'il vous plaît. Concentration. Tu peux lire une blague? Non, pas de blague, mon Ah, cher. une blague. Nous sommes sur France Télévisions. Ah, justement, il y a du monde. Bienvenue, chers amis, bienvenue sur France Télévisions. Alors c'est pas le côté qu'elles nous confondent forcément, parce qu'en général on se ressemble pas tellement en fait. Après nous avoir vus sur scène, en général les gens arrivent à nous différencier assez rapidement. C'est plus dans la relation effectivement gémellaire qui est assez forte, qui est une relation de couple en fait, et où c'est pas facile forcément pour les filles des fois de s'immiscer, mais en général si elles sont assez intelligentes, et elles le sont, nos petites copines, elles sont assez intelligentes pour comprendre la relation qu'on a, et puis nous on est aussi assez intelligents pour faire la part des choses. C'est-à-dire on est souvent ensemble, effectivement, on travaille ensemble, on a nos délires ensemble, on peut être fatigant des fois ensemble, mais on arrive aussi à chacun, on se fatigue nous-mêmes, et on arrive chacun à avoir des moments d'intimité avec nos copines, heureusement, hein, ça dit. Famille, avec les gens, avec notre famille, vie privée, faut savoir faire la part des choses, vie privée et puis vie professionnelle. Voilà, quand on est sur scène, quand on est en tournée, on est forcément à 2. Maintenant, quand on revient chez nous à Lille, on arrive à avoir des moments séparés l'un de l'autre, et ça nous fait beaucoup de bien. Après, on sait très bien que les jumeaux, c'est un fantasme, hein, vous savez, le vieux fantasme des jumeaux, hein, 2 pour le prix d'1. 2 en 1. 2 en 1. Oh pardon. Oh là là. C'était le mot de la fin. Voilà. Dernière chose, mesdames et messieurs, vous avez vu, ce spectacle s'appelle Duo. Il ne faut jamais oublier que dans le spectacle vivant, en fait, le duo le plus important, c'est celui qui est composé du public et des artistes. Alors, mesdames et messieurs, merci infiniment à tous d'avoir participé à Duo.